Professeur Brema Elidiko, je suis enseignant-chercheur à l'Université Yambo Wologem de Bamako, qui était initialement l'Université des Lettres et des Sciences humaines de Bamako. Je suis coordinateur de la formation doctorale philosophie, sociologie, anthropologie dans la même fac et directeur d'un labo de recherche aussi sur des questions de société, développement, éducation, culture de la faculté des sciences humaines et des sciences de l'éducation. Je travaille aussi sur des questions de paix et de sécurité en tant que membre de la commission de rédaction de la Charte nationale pour la paix et la sécurité. En même temps, je réalise des enquêtes sur des questions d'extrémisme violent, des questions de société, d'esclavage par ascendance, de retour de l'État dans les régions du centre, etc. Donc, on essaie de faire tout ce que le sociologue peut faire en termes d'expertise, mais aussi en termes de formation, d'encadrement des masters, d'encadrement des thèses, de conseils et puis de rencontres de haut niveau sur différentes thématiques en lien avec les problèmes de la société. Vous savez, l'UA, de mon point de vue, est un outil relativement nouveau au Mali, en Afrique et même peut-être à travers le monde, qui commence à connaître une croissance exponentielle. C'est un outil qu'on utilise dans tous les domaines. Et il y a pratiquement des IA pour tout. De mon point de vue, c'est un outil irréversible. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est avec nous, qu'on doit continuer en fait à découvrir, on doit s'en approprier là où nous sommes pour en faire un usage ludique dans nos domaines respectifs. Par exemple, moi je suis dans le domaine de l'enseignement supérieur. Nos étudiants utilisent beaucoup l'IA de plus en plus pour faire des devoirs, pour faire même souvent l'examen se cache, ils utilisent des téléphones, des smartphones connectés. Ils vont utiliser beaucoup d'IA et en général les IA qu'ils utilisent c'est ChatGPT qui est connu, ils vont utiliser Gemini qui est connu, ils vont utiliser Perplexity qui est connu, ils vont utiliser de plus en plus DeepSeek, donc l'IA chinoise. Et puis voilà, donc chacun va utiliser selon que ce soit un étudiant en fait en design ou en sociologie ou en économie, parce que aussi il y a des IA qui sont beaucoup plus orientées sciences humaines, sciences sociales, il y a des IA qui sont plutôt orientées vers les sciences dites exactes, ceux qui sont aussi dans le domaine de la robotique ou l'intelligence artificielle de façon générale aussi. Donc chacun utilise en tout cas l'IA selon sa convenance et selon son domaine. Et ces usages qu'on a, on a des usages, on va dire, galvaudés. Parce que de plus en plus l'IA suscite une certaine paresse à la fois chez certains profs, professeurs d'enseignement supérieur, mais aussi chez certains étudiants. Donc il fait que quand par exemple un prof a un cours à préparer, souvent au lieu d'aller lire des livres classiques ou même des nouvelles productions, il va taper des mots-clés, il fait ce qu'on appelle des prompts et à partir de là, il a le plan de son cours ou même son cours. Alors, ceux qui sont beaucoup plus, on va dire, responsables, prennent ce plan de cours qui est une indication et ils vont ajouter leur propre savoir-faire parce qu'eux-mêmes ont quand même été formés dans ce domaine-là pour enrichir le cours. Et dans ce cas-là, ils peuvent par exemple utiliser l'IA comme étant un outil qui leur permet d'être beaucoup plus un pédagogue. Et dans certains cas, c'est même beaucoup plus l'andragogie quand on est dans la formation des adultes. Donc, l'IA peut suggérer des façons de faire des cours, des images en fait à mobiliser, des schémas en fait à mobiliser, des cartes mentales, etc. pour faire un cours autrement. S'agissant de nos étudiants, il y a aussi un usage diversifié. Donc on a des étudiants qui vont simplement mettre les mots-clés, donc ils font les prompts. Ils ont un devoir, copier-coller avec les mêmes erreurs, sans même vérifier les sources. Et ils vont imprimer, ils vont donner au prof. Parce qu'en fait, ils sont séduits par la rapidité donc, de l'IA et par sa capacité à donner des réponses. Et donc, dans ce cas-là, cela conduit à une paresse intellectuelle et puis ça conduit à ce qu'on peut appeler une crise de la pensée, donc de l'autonomie. Et de ce faisant, l'étudiant, il ne garde pas grand-chose dans sa cervelle parce que n'ayant pas suffisamment appris, il se dit, de toute façon, même à l'examen, la salle étant grande, les classes étant bondées, je peux me cacher en 30 secondes, j'ai mes réponses, et puis je me cache quand le prof n'est pas là, je recopie parce que on ne peut pas surveiller toute la classe non plus. Et j'imagine que cet étudiant, il va finir, il va avoir un papier, qu'il peut appeler diplôme ou certificat ou attestation selon la nature de la formation qu'il suit. Et une fois qu'il va arriver dans un service, il va être recruté. Même pour le recrutement, certains de nos étudiants, ils nous est revenu, eux-mêmes disent qu'ils ont triché. Quand par exemple, ils arrivent qu'ils font des tests à distance. Donc quand une question est posée,
Ils mettent rapidement la question sur l'IA pour avoir la réponse et donc ils lisent la réponse. Donc, ça veut dire qu'en fait, les gens sont devenus tellement intelligents que la paresse commence à remplacer l'effort. Et ça, c'est des choses qu'il faut signaler et voir comment on peut adresser finalement ces préoccupations pour pouvoir en faire un usage beaucoup plus responsable. Dans la mesure où l'IA est maintenant dans tout ce qu'on fait au quotidien, dans les voitures, dans les transports, en fait, de façon générale, dans tout ce qu'on fait, de mon point de vue, il y a un besoin urgent de former, de sensibiliser et d'informer les gens sur l'IA, ses avantages et ses inconvénients, sur le type d'IA qu'on peut mobiliser et sur le fait qu'en aucun cas, nous ne devons accepter que l'IA nous remplace dans nos activités, quelles qu'elles soient. Formation, recherche, enseignement, apprentissage, qu'on puisse voir l'IA comme étant un outil, un complément de l'effort personnel que nous devons consentir. Une fois que les gens sont formés, outillés sur cela et qu'on a une claire conscience de quelles sont les limites, quels sont les risques et qu'est-ce qu'il faut faire et comment on peut utiliser de façon optimale, en ce temps, on va avoir un usage ludique. Et dans ce cas-là, il y a même dans les curricula même, au niveau de l'école fondamentale, au niveau des lycées, au niveau des universités, que les élèves et les enseignants puissent être formés à cela et qu'il y ait par exemple, comme on le fait à la rentrée, une sorte de leçon modèle sur l'IA, sur ses usages, sur le type d'IA qu'on peut utiliser pour se documenter selon la nature des sujets, etc. Pour dire aussi, voilà les dangers que vous allez faire, etc. Donc ça, on peut faire. Et maintenant, au cours de l'année, que les enseignants qui sont amenés à faire des évaluations puissent aussi utiliser des logiciels, notamment de détection de plagiat, d'utilisation de l'IA, et qu'on puisse indiquer des pourcentages de tolérance, d'acceptabilité. Et donc, sur la base de ça maintenant, qu'aucune évaluation de grande échelle, telle que par exemple le DF ou le baccalauréat ou nos formations en fait, à l'université, qu'aucun de ces diplômes ou attestations ne soit délivré à quiconque, même le résultat ne soit pas affiché avant en fait ce test d'utilisation donc de plagiat. Si on instaure la mesure, comme on l'a fait par exemple pour l'université, notamment pour ceux qui font le doctorat et ceux qui font le master, quand vous déposez votre dossier, vous êtes encadré par un encadreur, vous terminez votre travail et le directeur de mémoire ou de thèse de doctorat vous autorise à déposer le travail. La structure est obligée de soumettre votre travail à un logiciel anti-plagiat. Ce logiciel montre les pourcentages sous différentes formes de couleurs. C'est des codes couleurs, jaune, orange, tout ça. Et donc à ce temps-là, quand les étudiants ils savent qu'il y a ce genre de logiciel, ça les pousse à beaucoup plus d'efforts et beaucoup plus de responsabilité. Dans 10 ans, à mon avis, l'IA sera partout. Mais ça ne saurait, à mon avis, remplacer l'humain. Oui, il y a des secteurs où l'effectif des humains va diminuer. Par exemple, dans les supermarchés, des choses comme ça, il y a beaucoup de choses qui vont être beaucoup plus faites par l'IA, qui vont être beaucoup plus une IA intelligente, beaucoup plus humaine, etc. etc. Par contre, n'oublions pas quand même qu'il y a un déficit d'accessibilité numérique. Selon qu'on soit en Afrique, et même quand on est en Afrique, on prend le cas du Mali, selon qu'on soit à Bamako, dans les capitales régionales, dans les départements, dans les communes. Et donc, il faut un certain temps pour déjà avoir accès à l'énergie partout, parce qu'il faut déjà l'électricité pour pouvoir allumer les téléphones, charger les ordinateurs, etc. Et ensuite, pour que la connectivité même, Internet puisse être suffisamment déployée à travers la fibre optique ou d'autres moyens de connexion en fait, à travers les satellites, comme on les voit avec Starlink et d'autres qui vont venir, que ensuite les gens soient formés à cela. Le taux d'alphabétisation pour les hommes, c'est autour de 55%, pour les femmes, peut-être 45%. Après, ça dépend si on est premier cycle, second cycle. Donc, en fait, oui, en ville, on va avoir un usage accru de l'IA, mais plus on va vers les pays réels, que ce soit le Mali réel, le Sénégal réel, le Burkina réel, on verra que oui, les gens ont commencé à découvrir que ce n'est pas si développé que ça parce qu'il y a des contraintes objectives liées aux éléments que je viens d'évoquer. Ceci dit, à mon avis, ça va pousser, ça va même rehausser la qualité de l'éducation. Pourquoi?
Parce qu'on se plaint de déficit de documentation chez nous. Il n'y a pas beaucoup de bibliothèques. Et même les bibliothèques que nous avons souvent comportent des vieux documents qui n'ont pas de nouvelles productions. Et donc l'IA va nous donner accès à une abondante littérature, une abondante donnée sur Internet qu'on pourra utiliser. Et les enseignants, sachant que les étudiants ont accès à partir d'un clic à 30 secondes, 20 secondes, même 10 secondes, ça dépend aussi de la connectivité, à beaucoup d'éléments de réponse, les enseignants feront un effort de se documenter davantage, de se former davantage pour être capable de répondre aux questions des élèves ou des étudiants qui vont aller sur l'IA, se former et dès que tu donnes le programme de ton cours, ils vont aller mettre tout sur l'IA, ils vont avoir des leçons, ils vont même lire des choses que l'enseignant n'a pas connaissance. Et donc ça va pousser le système éducatif à mettre en place en fait un meilleur système d'évaluation à la fois de l'apprenant, mais aussi des enseignants. Donc après dans d'autres domaines, ça va faciliter aussi la vie. Et je suis sûr que ça va pousser nos autorités à initier des politiques qui prennent en compte la présence de l'IA dans la conception des programmes, dans les politiques éducatives, pour faire en sorte que nous ne soyons pas pris par la rapidité d'utilisation de l'IA. Les gens ne doivent pas avoir peur de la technologie, quelle qu'elle soit. La technologie, de mon point de vue, ne saurait jamais remplacer l'humain, la part de l'humain. Parce que d'autre part, fait que nous avons des émotions que les IA n'ont pas pour le moment, que d'autres types de technologies n'ont pas, même si ça commence en fait à se développer. Malgré tout, l'intelligence humaine, à partir de notre cerveau qui comporte des milliards de neurones, est illimitée. Plus on va être confronté à des choses, plus l'esprit humain va être développé. Ces outils, on saura toujours les maîtriser, pourvu qu'on ne les rejette pas, pourvu qu'on aille vers ces outils, qu'on les utilise, qu'on cherche à les comprendre et qu'on voit comment ces outils peuvent nous faciliter la vie et non pas dans une optique que nous soyons nous-mêmes remplacés par l'IA. Donc si on est dans cette optique, on verra qu'on va gagner en productivité, on va gagner en temps et notre travail ne peut que gagner en qualité.